Bonjour tout le monde, ici Amélie Carrier, la marraine littéraire branchée qui se branche à l'essence des auteurs pour leur faire émerger de leur univers. Aujourd'hui, pour cette première édition de Enquête des essences à la recherche des créateurs d'univers, j'ai la chance de rencontrer, de vous faire découvrir un ancien journaliste qui a versé dans l'imaginaire et qui est à son premier roman sorti en 2024 du nom de Décadence. Et je vous présente Bastien Goury. Bonjour, Bastien. Merci Bonjour Amélie. merci d'avoir accepté cette opportunité de discuter sur tes univers. Merci à vous pour cette invitation et bonjour à tout le Québec. Et aussi aux Français et aux gens de la France et de la francophonie qui nous écoutent ce soir, pendant que nous sommes en après-midi. Donc, tout ça pour dire, en quelques mots, si tu avais à te décrire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te lancer dans les histoires romanesques? Oui, alors bon, je m'appelle Bastien, je suis anciennement journaliste, j'ai travaillé 15 années dans le milieu des rédactions et en fait l'écriture était pour moi quelque chose de très naturel puisque j'ai même commencé ma première expérience professionnelle dans une presse quotidienne régionale, une rédaction qui s'appelle Le Progrès, qui est située dans la région lyonnaise. Et en fait, comment m'est venue l'idée d'écrire ce roman, Décadence, donc, c'est le fait d'analyser la politique pendant plusieurs années, et notamment sous le quinquennat de François Hollande, qui était le président de la République entre 2012 et 2017, qui s'est fait élire sur un discours de lutte contre la finance, de alternance de la gauche par rapport à la droite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renoncement total, une nouvelle fois, de la gauche sur leurs promesses. Ils ont fait même pire, parce qu'ils ont fait passer des régressions sociales comme des progrès. C'est-à-dire que toutes les atteintes sur le droit du travail, par exemple, sur les acquis sociaux, toutes les régressions sociales, eh bien, ils les ont transformées comme étant des progrès dans le discours, une novlangue donc. Ils ont dit que c'était des mesures de justice sociale, de progrès, et ça, c'était pour faire avaler la pilule. Ils ont évidemment, dans ce discours-là, essayé de torpiller tous les discours et les actions des syndicats qui pouvaient lutter contre cela, qui n'avaient plus mot à dire finalement, parce que les syndicats étaient aussi perturbés par ce discours-là. Et donc, en réalité, ça fait que nourrir la fracture entre le politique et le citoyen, puisqu'il y a eu rupture de la promesse politique, une énième fois, j'ai envie de dire. Et cette fracture n'a fait que s'aggraver. Donc moi, j'ai eu l'idée d'écrire un livre à partir de cela, en voyant aussi d'autres dérives, comme la montée des communautarismes en France, qui a été particulièrement prégnant au milieu des années 2010, aussi sous le quinquennat de François Hollande. Il n'est pas forcément le seul responsable de cela. Les politiques de droite et de gauche sont aussi responsables de cela. Et je me suis dit, je vais imaginer une France dans un futur proche où ces dérives, la perte des acquis sociaux, notamment les jeunes générations qui vont payer le prix fort de tout cela, le fait aussi, la perte des savoirs à l'école. Bon, je ne vais pas revenir aussi sur toutes les réformes qu'il y a eu aussi sous le quinquennat Hollande, précédemment également, évidemment, mais sous le quinquennat Hollande aussi, sur la perte des savoirs à l'école, sur tout ce qui est la déchéance intellectuelle du niveau politique, sur la montée des communautarismes, et je vais explorer certaines de ces dérives et imaginer une France dans le futur, voilà, qui, à l'image de Orwell, serait dans un avenir un peu sombre, où les individus sont un peu déshumanisés, le pouvoir politique verrouillant tout, les libertés également. Et en fait, j'ai un peu arrêté l'écriture. Enfin, je n'ai pas proposé en 2015 à des maisons d'édition, la peur d'être un peu jugé peut-être. Et je me suis remis à écrire en 2022 quand je voyais que la réalité dépassait probablement ma fiction. Et donc, j'ai essayé d'approfondir cela. Et voilà, est né Décadence en 2024.
Donc, c'est ça que je m'apprêtais à dire. Justement, là, toutes les tensions politiques que vous aviez vues à cette époque-là versus toutes les tensions politiques qu'on vit présentement, ça continue à nourrir votre imaginaire, puis vous anticipez un avenir plutôt sombre. Mais là-dedans, qu'est-ce que votre personnage Maximilien va venir un peu arranger ou nuire dans cette histoire-là? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Maximilien? Oui, alors c'est vrai que les tensions politiques et sociales, alors davantage en France, m'ont nourri, l'actualité me nourrit énormément. Pour avoir écrit ce livre, euh, c'est évidemment un écho à la société. Une bonne dystopie se base sur des aspects de notre société qui nous choquent. Donc, encore une fois, dans la filiation de George Orwell et de son livre 1984, donc moi, avec l'originalité que ça se passe en France. Et il y a très peu de dystopie dérangeante, parce qu'une bonne dystopie doit être aussi dérangeante, qui se situe en France. Et donc voilà, sans être Madame Soleil, et je ne veux pas être Madame Soleil, mais effectivement, je pense qu'il y avait de quoi me nourrir. Alors Maximilien, comme vous l'avez dit, c'est le personnage principal, on va dire, du livre. Mais c'est un anti-héros, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un galérien, c'est un citoyen lambda, c'est quelqu'un, un jeune, trentenaire, qui n'arrive pas à avoir un CDI, qui n'arrive pas, d'ailleurs le CDI a quasiment disparu dans cette société-là, il n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Et c'est un amoureux de la République, c'est-à-dire qu'il a encore cet amour pour les valeurs de la République sociale, la République démocratique, l'indivisibilité de la nation au sein de la République laïque. Et dans cette société que je dépeins dans le roman, la République a disparu puisque les partis politiques la considèrent comme archaïque. Là-dessus, encore une fois, ça fait écho par rapport à ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et donc Maximilien, lui, il va se dire, je vais entrer dans un combat politique parce que j'ai un idéal et je veux me battre pour cet idéal qui est la République. Et face à lui, en fait, c'est pas simple parce qu'il a une société qui est en totale résignation, qui voit bien qu'elle régresse, la France régresse, comme aujourd'hui par exemple, mais qui ne se soulève pas parce que la population se dit il n'y a plus rien à faire, nous avons tout tenté, et donc on considère que de toute manière il n'y a pas d'alternative crédible. Je reprends là un slogan de Thatcher, There is no alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique alternative, c'est ce qu'on essaie aussi de nous vendre aujourd'hui. Et donc la société est en partie résigné, et lui, Maximilien, lui, n'est pas un résigné, c'est un combatif, c'est un combattant, et son combat méritoire va évidemment le mener probablement dans une forme de déchéance sociale, parce que ceux qui luttent pour la République sont considérés comme des extrémistes et peuvent être condamnés à un bannissement social au sein de cette société-là. OK. Donc, ce qui fait de lui un anti-héros, c'est que à la base, il est un peu découragé de ce qu'il vit comme les autres dans cette société-là, mais il y a quand même quelque chose en dedans de lui qui le pousse à essayer de revenir à cette république-là à laquelle il s'attache beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui finissent par l'aider ou est-ce qu'il y a qu'est-ce qui l'aide le plus pour croire encore à son idéal? Oui, alors ce que je montre, c'est aussi un peu ce qu'on appelle le génie français. Le génie français, c'est cette particularité en France qu'on a à se révolter à des moments où on ne s'attend pas. Dernièrement, par exemple, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes fait partie du génie français, c'est-à-dire ce mouvement de contestation alors, on va dire qu'il est hétérogène dans sa forme parce qu'il regroupe des gens qui viennent de bords politiques différents, mais il a réussi à se structurer pour faire des mouvements de masse au sein de la société pour dire à un moment donné stop. Bon, cette colère s'est un peu étouffée, et notamment avec la période Covid, et ce génie français a été stoppé aussi médiatiquement, parce que médiatiquement, ils ont été considérés, ces Français, ces galériens, c'était des gens autour des ronds-points qui travaillaient, qui galéraient dans leur vie, et qui disaient à un moment donné, nous, on veut s'en sortir, et face à eux, ils avaient le pouvoir politique et le pouvoir globalement médiatique, la masse médiatique,
je ne vais pas parler de pouvoir médiatique, mais la masse médiatique, il est considéré en gros de beauf, de populiste, d'extrémiste. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, il y a eu une lassitude. Ces gens-là voyaient bien que ils ne pouvaient pas faire bouger les lignes, ou en tout cas trop peu de lignes. Et donc, en fait, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que le génie français n'est jamais perdu. Et c'est que même si les gilets jaunes, le mouvement s'est estompé dans le temps, c'est que le génie français peut, d'un moment à l'autre, sans qu'on s'y attende, comme le mouvement des gilets jaunes, réapparaître et peut-être sur des formes un peu plus importantes. Et moi, ce que j'essaye aussi de montrer dans ce roman, c'est que effectivement, il y en a qui luttent aussi aux côtés de Maximilien. Maximilien n'est pas seul. Maximilien ne cheffe pas, c'est-à-dire que c'est pas un chef à l'origine. Et il va être guidé aussi pour faire des actions politiques, même si elles sont interdites. Et on voit aussi des alliés de circonstances qui viennent, comme par exemple, nous avons un personnage qui s'appelle Rachid, qui vit dans une cité, qui en a marre de la montée du communautarisme et de l'islamisme, notamment dans sa région qui est administrée par une organisation islamiste, qui est acceptée par le pouvoir politique. Et donc lui-même, ce Rachid, va se retrouver allié de Maximilien. Après, j'en dis pas plus parce que je ne vais pas spoiler le roman. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc, pour terminer par rapport à votre livre, par rapport aux autres thématiques qu'il y a dans votre livre, il y a beaucoup la thématique sociale, il y a la thématique politique. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous touchez, comme exemple la liberté? Oui, tout à fait. Alors, dans les thématiques, elles sont assez variées, les thématiques du livre. Vous avez pointé du doigt effectivement le social. Oui, je pense que d'ailleurs ça fait partie des tensions actuelles et toute la question sociale aujourd'hui est prégnante et elle est centrale au sein d'une société. Pour faire nation, on a besoin aussi d'une république sociale. Donc, c'est-à-dire que d'une nation qui accepte le pouvoir politique, un pouvoir politique légitime et qui a un contrat entre les deux et que celui-ci ne se rompe pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, le pouvoir politique, à attaquer les plus fragiles, les plus précaires, et ça fracture la société. Donc, et on voit bien aujourd'hui aussi que le pouvoir politique s'attaque aux fonctionnaires. Donc, il y a une fracture on essaie de fracturer les citoyens entre eux, entre les fonctionnaires et les actifs, entre les retraités et les actifs, entre les plus précaires et ceux qui travaillent. Et ça, en fait, ça provoque des tensions sociales. Donc, moi, effectivement, je titille un peu ça. Je vais un peu plus loin. J'explore cette dérive-là de manière encore un peu plus exacerbée. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi dérangeant parce que c'est une dystopie pour moi, mais un lecteur m'a récemment dit que cette société-là, pour lui, était une utopie, parce qu'il considérait que c'était une bonne chose dans le livre, qui est cette lutte des classes, on va dire, inversée, et que finalement, la théorie du ruissellement, que j'essaye aussi d'explorer dans ce livre, eh bien, c'est quelque chose qui marche pour lui, pour ce lecteur, et que c'est quelque chose qui doit être dans l'avenir une norme. Voilà, donc c'est un peu rigolo pour cela. Mais parmi les autres thématiques, évidemment, il y a le communautarisme. Pourquoi le communautarisme? Parce qu'on le voit en France, la montée du communautarisme qui scinde aussi la société. Et il suffit de traverser la Manche ou l'Atlantique, au Canada, à l'Ontario notamment, pour voir des tribunaux de la charia, enfin ce qu'on appelle péjorativement les tribunaux de la charia, qui sont acceptés par des politiques. C'est-à-dire ces tribunaux plus ou moins informels qui vont régler les contentieux entre musulmans. Une justice parallèle. Alors en France, on se dit ici, de notre point de vue, on se dit mais non, mais c'est pas possible que ça vienne en France, c'est incroyable. Ouais, enfin, au Royaume-Uni, ça existe. Au Canada, dans l'Ontario, ça existe. Donc, pourquoi pas en France? On est dans des sociétés occidentales. Donc, j'essaye aussi de titiller ça, d'explorer cela et de voir comment ça peut venir en France et comment ça peut être accepté aussi en France. Donc, voilà, il y a ces thématiques-là. L'écologie est un peu abordée, l'intelligence artificielle aussi, la technologie, le progrès technique. Voilà, et voilà. Donc, les thématiques sont assez variées et j'espère que le lecteur pourra les apprécier.
Oui. Puis justement, là, ce qui vient vous titiller, tout ça, avez-vous une routine d'écriture, des habitudes pour vous tenir focus malgré, tu sais, qu'il y a des choses qui viennent vous chercher dans la, tu sais, des fois, comme vous dites, la différence entre l'imaginaire et le réel, des fois, ça a l'air vertigineux, quand on s'y plonge. J'ai pas de routine d'écriture. Il faut le faire quand on a envie de le faire. Moi, je le vis comme une passion. Je le vis pas comme un travail. Donc, c'est quand je suis inspiré et quand j'ai une idée. Alors, quand j'ai une idée, j'essaie d'écrire des notes. Et je me dis, bon, ça, je coucherai sur papier de manière un peu plus argumentée et approfondie quand j'aurai de l'inspiration. Mais en tout cas, je garde en note quelque part sur un bout de feuille ou sur mon téléphone portable, parce que c'est assez pratique aujourd'hui. Et je me dis, à un moment donné, ça, il faudrait que j'aborde cet aspect-là. Voilà comment j'ai travaillé. Moi, ce qui m'a nourri, c'est l'actualité, encore une fois. Puis, Pour moi, c'est pas vertigineux entre le réel et l'imaginaire. Parce que moi, mon imaginaire, dans ce roman, qui est une dystopie, qui reste une fiction, certes, mais je l'ai voulu la plus réaliste possible. Et pour moi, en fait, j'ai besoin simplement d'analyser la société actuelle et de me dire comment ça peut devenir de manière très radicale. Et c'était plus un amusement qu'autre chose, quoi. intéressant. Donc, est-ce que vous avez des lieux où vous aimez vous déposer justement quand vous avez de l'inspiration pour écrire, des moments, comme vous dites, là, c'est les moments quand vous êtes inspiré, mais pour les lieux, est-ce que vous avez des endroits que vous aimez vous déposer pour écrire? Non, j'ai pas de lieu particulier. En tout cas, je suis plutôt un nocturne pour l'écriture. Donc, euh, en nocturne, je peux être difficilement dans un bar ou quoi que ce soit, mais non, j'ai pas de lieu préférentiel pour l'écriture. Mais je suis plus un nocturne en revanche. Oui. Fait c'est là que tout cogite ce que vous avez absorbé dans la journée sur les faits de l'actualité ou sur ce que vous avez remarqué sur la société. Par la suite, Ok. vous pouvez sortir ce que vous avez anticipé. C'est ça, entre autres. Ouais. Sinon, est-ce qu'il y a un style d'écriture que vous aimeriez essayer, mais que vous redoutez et pourquoi? Ou ça, comme vous dites, ça vient, l'inspiration vient, puis vous allez accrocher un projet, puis vous allez vous essayer de vous lancer dedans. Comment vous voyez ça pour les styles d'écriture? Ah, moi, je n'ai pas de style d'écriture particulier, enfin, je pense. J'essaie d'être moi-même. Je pense qu'il ne faut pas copier, d'ailleurs, des auteurs que l'on aime, même s'ils nous influencent. Je pense que j'ai une écriture plutôt épurée, sans artifice. Moi, je cherche à être efficace. D'ailleurs, le livre fait moins de 250 pages. C'était mon envie aussi de le rendre accessible au plus grand nombre, parce que certains, aujourd'hui, il y a une difficulté à lire, hein, qui est visible. Et donc, pour ne pas rebuter certains potentiels lecteurs, je l'ai voulu plutôt court. Donc moi, voilà, l'efficacité, c'était aussi un de mes leitmotifs. Et pour faire une analogie avec la décoration intérieure, on dit que le style scandinave est un style épuré. Eh bien, je suis dans le style scandinave pour l'écriture. Et pour justement, quand vous êtes inspiré puis que vous allez à la rencontre de vos personnages pour écrire l'histoire, est-ce que vous faites un plan par rapport à qu'est-ce qui va arriver avant quoi ou comment ça fonctionne une fois que vous avez votre idée en tête pour l'écriture? Euh, Est-ce Avoir un plan. Moi, dans mon esprit désorganisé, je suis très organisé. Donc, en réalité, je sais d'où je pars dans le livre, je sais où je veux arriver. Et après, je sais aussi quelques éléments que je veux inclure dedans. Il faut que je trouve après des transitions entre cela et que ça rende l'histoire crédible et qu'il y ait un fil conducteur et que le lecteur puisse s'imprégner pleinement du roman. Voilà. Moi, c'est simplement ça ma recette. Je pense que chaque auteur a sa propre recette. Euh, Après avoir un plan comme une dissertation avec grand A, grand 1, machin, moi, en fait, c'est un peu automatique dans un roman. Je vais pas le coucher forcément sur papier. Je sais en tout cas où je veux en venir. Je sais d'où je pars. Je sais certains éléments que je veux
inclure dedans. Et ensuite, c'est pas que je brode, mais je trouve des transitions et je trouve des éléments qui peuvent être assez percutants, mais aussi assez crédibles pour faire la liaison entre les différents éléments. Et donc, vous écrivez d'abord ce qui vous vient selon ce que vous avez imaginé, puis par la suite, vous allez le relire vous mettez dans les bottes de votre potentiel lecteur pour qu'il fasse des bonnes transitions, pour qu'il capte ce que vous voulez transmettre comme message. Mais je pense qu'il faut que, de toute manière, un roman, il faut que ça vienne de soi. Si c'est une contrainte d'écrire et si on se perd aussi dans les idées, ou si on ne sait pas vraiment où on veut en venir, dans le roman, je pense que rapidement, il va devenir inintéressant ce roman et le lecteur sera perdu. Donc je pense que le principal, c'est de se dire pourquoi j'écris ce roman et où est-ce que je veux en venir avec ce roman. Moi, clairement, l'un de mes objectifs, c'était aussi de nourrir le lecteur, la réflexion du lecteur. Donc c'était pour moi naturel. Tous les éléments du livre me sont venus assez naturellement et les transitions étaient assez simples pour moi entre les différents chapitres. Et je savais où je voulais aller. Donc voilà, je pense qu'il faut être quand même assez structuré dans la tête et de ne pas partir dans un labyrinthe d'idées qui ferait que votre roman serait illisible à la fin. C'est ça. Donc, toujours rester, comme vous dites, rester simple pour que, justement, le livre soit le plus compréhensible possible, puis que vous êtes pas un auteur qui va beaucoup aller dans les grandes images, dans les longues descriptions. Là, vous allez direct au but, puis pour être probablement plus, comment on pourrait dire, allaitant dans votre intrigue, là. Oui, c'est l'efficacité. Oui, moi, je suis plus dans l'efficacité dans l'écriture. Ça peut être un point négatif. Hein. Euh, Certains aiment les longues descriptions. Alors, je décris la société, hein, mais j'essaie d'être efficace là-dedans. Oui. Étant donné que le personnage, lui, il vit là-dedans, il n'a pas besoin de tant de description non plus. D'ailleurs, c'est ça que je me demandais. Votre livre, est-ce que vous l'écrivez au jeu ou au il? Est-ce que c'est le point de vue direct de Maximilien ou ça va être plus un narrateur Oui, omniscient, dirigé? oui, C'est c'est quoi plus. votre narrateur? Non, je n'implique pas le lecteur, donc il n'y a pas le jeu non plus. Et oui, il y a un narrateur, c'est un point de vue, on va dire distancié, oui, qui prend de la OK. hauteur sur cela, sur l'histoire. D'ailleurs, dans l'histoire, le personnage principal, certes, c'est Maximilien, mais il y a d'autres personnages. Donc il y a des C'est chapitres sûr, qui bien sont sûr. consacrés à d'autres personnages aussi. Qu'on Donc va découvrir quand on va lire votre livre. voilà, exactement, tout à fait. Et sinon, qu'est-ce qui vous a donné l'élan de vous tenter à l'édition? Vous me parliez que c'est en 2015, je crois, que vous avez commencé à penser à aller du journalisme plus à l'édition de votre roman. C'est comment ça s'est procédé, de penser que vous pourriez accéder à l'édition? Alors, en fait, moi, en 2015, je me suis pas dit je vais devenir auteur et je vais quitter le journalisme. Non, j'ai quitté le journalisme en 2023, à peu près 2024, OK. euh, euh, tout en poursuivant l'écriture de ce roman. Non, c'est simplement qu'en 2015, j'ai stoppé un peu l'écriture du roman parce que j'avais cette peur d'être jugé aussi par des maisons d'édition et qu'on me dise que c'était trop fantasque, que mon écriture n'allait pas, enfin la peur d'être jugé, quoi, clairement. Et ensuite, en 2022, c'est là où je me suis dit, quand la réalité dépassait la fiction, en tout cas une partie de ma fiction, je me suis dit, il faut que j'approfondisse mon roman, parce que il faut que je le fasse aboutir. Et là, je le proposerai à des éditeurs, à des maisons d'édition. Je n'ai rien à perdre. Même si je suis journaliste, rien ne m'empêche de publier un roman. Et c'est comme cela que l'Harmattan s'est trouvé intéressé effectivement par ce projet. Et voilà. Et ensuite, le roman a été publié en 2024. Voilà. Et j'ai retravaillé un peu ma copie entre 2022 et 2024 en approfondissant un peu certaines dérives, en explorant d'autres univers dans le livre.
et voilà, aussi avec un autre style d'écriture, parce qu'entre 2015 et 2022, j'ai un peu évolué. Mais sinon, voilà, non, non, j'ai proposé une maison d'édition sans vouloir changer radicalement de carrière. C'est simplement pour moi une passion, l'écriture. Oui, comme vous le disiez. Donc, oui, c'est le carburant de l'écriture, c'est souvent ça, la passion des mots. Ouais, oui, je pense. Ouais. Oui, oui. Donc, en ce moment, est-ce que vous avez, avec tout ce qui se passe, point de vue politique mondial, ça, est-ce que vous avez des projets d'écriture en ce moment par rapport à la suite de ce livre ou d'autres livres que vous êtes en train peut-être d'écrire? Est-ce que vous êtes sur un projet d'écriture actuellement, en fait? Moi, j'ai 15 000 projets en tête. Après, je vais voir, je vais prendre le temps pour formaliser tout cela parce que je ne veux pas être dans une logique productiviste. Comme c'est une passion, je ne veux pas écrire pour écrire et sortir un livre par an pour vendre du livre. Mhm. Donc, je vais prendre le temps. Je ne sais pas si ça sera une suite à ce roman. D'ailleurs, à vous lecteurs de me dire s'il y a besoin d'une suite ou pas. Voilà, si le roman pour vous se conclut de manière à ce que cela ne demande pas de fin particulière ou pas. Voilà, et je ne suis pas sûr d'écrire si c'est pas cette suite-là, d'écrire une dystopie ensuite. Ça peut être un autre genre. Donc là, c'est dans les cartons. Je prends le temps. J'apprécie aussi le temps de la promotion de ce roman, comme là en ce moment, et j'essaye de ne pas me mettre de pression particulière. Non, non, non. Vous écrivez pour le plaisir d'écrire, puis ensuite vous allez voir s'il y a un livre qui se prédomine des autres et quand le temps sera venu d'en ressortir un autre, vous allez le sentir Voilà, selon le timing. c'est ça. Ouais. Dans la même voie, est-ce que vous aimeriez ça, si jamais vous verriez un projet dans votre maison d'édition qui proposerait que plusieurs auteurs écrivent sur un même projet, est-ce que vous seriez intéressé à participer à ce genre de projet ou vous préférez rester toujours dans justement le plus le spontané, sans imposition de thème ou quoi que ce soit? Ça dépend pourquoi faire. Pourquoi pas, mais je n'ai pas forcément d'idée préconçue là-dessus. Non, 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 vous Ça n'avez dépend pas non pour quel plus projet. d'auteurs avec qui vous aimeriez collaborer, qui vous viennent en tête ou... Je connais des auteurs qui ne sont pas forcément dans cette maison d'édition-là. Après, pourquoi pas, mais ça dépend pourquoi faire. Encore une fois, j'ai plein d'idées en tête. Ça peut se faire à plusieurs mains, pourquoi pas. Après, il y a une difficulté quand c'est à plusieurs mains. Il faut qu'on soit en totale concordance. Un roman, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de l'écrire à plusieurs mains. Dans ce cas-là, si c'est à plusieurs mains, ce serait plutôt un essai, mais on est dans l'autre registre, un essai politique, donc plus scientifique, peut-être possiblement, mais je suis ouvert à tout. Y a-t-il un livre ou un film qui a inspiré votre imaginaire? Vous parliez de 1984 de George Orwell. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui ont pu vous inspirer? Alors, je ne sais pas s'il y a des livres qui m'ont inspiré, c'est très difficile à dire. Euh, Par exemple, l'un de mes livres préférés, c'est L'étranger de Camus. Et pourtant, on ne ressent pas de l'étranger de Camus dans ce livre-là. Pour moi, L'étranger de Camus, ça a été comme une claque littéraire, un style particulier, sujet, verbe, complément. Alors là, pour l'efficacité, on ne peut pas faire plus fort. Et je ne peux pas dire. Après, j'ai des livres et des auteurs pour lesquels j'ai le plus profond respect, mais je ne sais pas s'ils m'ont inspiré pour l'écriture de ce roman, parce que moi, l'actualité m'a assez nourri. Je vais quand même rendre hommage à un auteur autrichien qui s'appelle Stefan Zweig, qui a écrit un livre qui est assez méconnu en France, qui s'appelle et certainement au Québec, vous me direz, L'uniformisation du monde. Il a écrit ce livre dans les années 1920, et il expliquait déjà ce qu'allait devenir l'Europe, l'uniformisation du monde par les États-Unis.
c'est-à-dire l'uniformisation de la culture, l'uniformisation de l'information, avec le culte de l'instantanéité, notamment des modes aussi. Et donc, à travers la mode, le cinéma, la radio, et il voit déjà le journalisme du 21e siècle, finalement. Et pour lui, la conséquence, c'est la soumission des masses, qui perd son sens critique. Et je trouve que c'est en plein dans l'actualité du 21e siècle. Et c'est très fort de sa part, parce qu'il a vu cela dans les années 1920, un peu comme... là, moi, si je dis que je suis pas Madame Soleil avec ce roman-là, mais là, il a vraiment une boule de cristal, Stefan Zweig, parce que ça fait à peine 100 pages, son roman, son livre, qui est plutôt un essai d'ailleurs, c'est pas un roman, et donc très accessible, je le conseille à tout le monde, moins de 100 pages, et il décrit la société post-45, déjà dans les années 20, et même ce qui devient aujourd'hui une sorte de norme. Donc, notamment la modélisation financière, comme je vous ai dit, le culte de l'instantanéité, de la simultanéité dans l'information, voilà, la régression dans la liberté de penser. Voilà. Donc, je trouve que Stefan Zweig a été brillant, et brillant par ses autres œuvres, qui sont pour la plupart des romans. Mais alors, cet essai, qui s'appelle L'uniformisation du monde, je vous le conseille vivement. Très intéressant. Puis, par rapport à votre livre, est-ce que vous l'imagineriez adapté pour le cinéma? Est-ce que vous pensez que ça ferait un bon film si quelqu'un aurait une idée avec votre écriture? Ah, ça, on touche du bois, on aimerait tous. Je pense que chaque Ouais, auteur rêve de cela, que ce soit porté au cinéma. Après, est-ce que mon roman est dans l'air du temps? Je ne suis pas sûr. Quand je parlais des dérives, aujourd'hui, le monde du cinéma, en grande partie, les financements ne vont pas vraiment vers ce type d'œuvre. Notamment si ça dérange un peu, si c'est un peu politisé, mais dans une manière un peu critique sur le wokisme, sur le multiculturalisme, qui met en valeur l'indivisibilité de la République. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont dans l'air du temps. Donc, malheureusement. Et c'est aussi pour cela que le cinéma français aussi a quelques problèmes dans certaines de ses œuvres, parce que ça ne colle pas forcément avec les attentes du public. Donc, ouais. Le cinéma québécois aussi, je vous dirais que faut pas que ça ébranle trop non plus. voilà, donc voilà, mais après, s'il y avait un producteur courageux, je lui ouvre évidemment grand mes bras, et puis allons-y. Pourquoi pas, oui. C'est ça la magie de la dystopie sur les critiques sociales. Écoute, ça vient déranger comme vous dites, mais ça vient en rassurer d'autres qui eux aussi ils voient un peu ces genres de choses, mais qui n'osent pas parler. Donc tout style de livre a un lecteur. Après, les dystopies généralement en livre ne font pas forcément de bons films. Alors, mon roman, je pense qu'il peut être un excellent film. Mais par exemple, j'ai deux exemples. C'est Fahrenheit 451, donc, qui a été porté aussi au cinéma, qui explore le fait que nous sommes dans une société aussi totalement abrutissante, et les pompiers sont devenus des pyromanes, c'est-à-dire qu'ils brûlent les maisons à partir du moment où il y a un livre. Je la fais très courte. L'adaptation par Truffaut, je ne l'ai pas du tout aimée. Je trouve que même elle est un peu... Enfin, aujourd'hui, si vous la regardez, vous trouverez qu'elle est totalement vieillotte et complètement dépassée. Et 1984, qui est un formidable livre, évidemment, de George Orwell, je trouve qu'elle a été aussi assez mal portée au cinéma. Voilà. Donc, les dystopies... Running Man, avec dedans... parmi les stars, c'était Arnold Schwarzenegger, si mes souvenirs sont bons, était génial comme film, mais il était un peu... Il ne retranscrivait pas forcément le roman. Donc, il a fait une interprétation libre du roman de Stephen King. Donc, voilà. Mais sinon, les dystopies au cinéma sont un peu difficiles. Alors, il y a certains livres, il y a certains films qui sont géniaux, hein, mais ces deux œuvres-là, moi, j'ai plutôt un mauvais souvenir, 1984 et Fahrenheit 451. Sinon, pour la communauté des imaginatifs, selon vous,
est-ce que tout le monde peut écrire, qu'il soit bon en français ou pas? Et c'est quoi le secret, selon vous, d'un livre accrocheur? Il faut déjà pas l'écrire avec ChatGPT. Euh, mais non, mais déjà il faut faire. Je pense qu'il faut être créatif. Bah, savoir écrire, c'est un minimum, mais chacun son style après. Et, euh, et on peut évoluer aussi dans son écriture. Balzac, par exemple, considérait Les Chouans, qui est l'un de ses premiers romans, comme, comme sa première croûte. Alors, certains diraient, pourtant, Les Chouans est très bien écrit, c'est un roman génial. Voilà. Mais Balzac considérait qu'il avait mal écrit ce roman. Voilà. Et bien, je pense qu'il faut aussi se lâcher, puis tenter, et puis après accepter les critiques. Il faut donner à lire aussi à ses proches, voilà, et proposer ses œuvres au départ à ses amis. C'est vrai que c'est pas simple, hein, je conçois, parce que on se livre aussi quand on écrit un roman. C'est aussi une part d'intimité. Donc je pense que malgré tout, pour celui ou celle qui a peur de se lancer et de proposer à une maison d'édition son œuvre, bah, de le faire lire à ses proches. Et puis après, ses proches peuvent déjà donner un premier jugement, qu'il soit bon ou mauvais. Mais en tout cas, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme disait un certain animateur. Mais je pense qu'il faut se lancer dans l'écriture. Après, on a une difficulté globalement, c'est qu'on a trop d'écrivains qui ne lisent pas aussi. Et on a plus donc d'écrivains que de lecteurs quasiment. Donc ça, c'est aussi un piège. À mon avis, pour éviter de répéter des histoires qui existent déjà, il faut aussi lire. Trop souvent, on a des livres, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas critiquer, et puis on peut critiquer mon livre aussi, hein, sans problème, mais on a beaucoup d'œuvres qui se ressemblent aussi, notamment dans ce qui est la romance, dans tout ce qui est du domaine de la romance. Donc, parfois, on a l'impression de lire un peu la même chose. Donc, il faut trouver l'originalité, il faut trouver aussi cette source d'inspiration pour être original. C'est à mon avis, là, l'objectif. Sinon, s'il y a des gens en France qui aimeraient vous rencontrer, est-ce que vous avez des événements dans lesquels vous allez être cet été, ou même en ligne pour les Canadiens qui aimeraient en savoir plus? Oui, alors, c'est à voir pour cet été, parce que je suis en négociation avec des établissements, à voir si je serai cet été ou si je fais une pause. Voilà, alors je serai à la rentrée, mais en tout cas, dans certains endroits et en octobre aussi dans d'autres, c'est prévu, mais je vais mettre mon actualité de toute manière sur ma page Facebook. Donc j'invite tout le monde à aller sur ma page Facebook ou mon Instagram, où je mets régulièrement des choses, enfin, en tout cas en story, pour les plus jeunes, parce que ceux qui ont plus de 40 ans ont peut-être un peu du mal sur les stories, mais je mets de l'actualité sur ma page Facebook, donc j'invite tout le monde même à me critiquer sur ma page Facebook, à commenter, voilà, à converser avec moi, à me donner des idées, pourquoi pas. Chaque échange nourrit, et voilà, je mets mon actualité dessus. Donc Bastien D'ailleurs, Mouly, vous voyez mon nom qui est en dessous, et vous recherchez sur oui, Facebook. on va aussi rajouter en dessous de cette vidéo-là, une fois qu'elle va être partagée sur la page des alliés, sur ma page d'auteur et sur sa page aussi à lui, à Monsieur Bastien, tous les liens où est-ce que vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur lui et sur sur son livre. D'ailleurs, parlant de acheter votre livre, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Dans toutes les meilleures librairies. Et, pour à l'étranger aussi, bon, dans les principaux magasins également, comme Fnac, Cultura, mais j'invite surtout à faire vivre les petites librairies parce que elles souffrent un peu. À l'étranger, vous connaissez la plateforme quoi, internationale, la grande plateforme où mon livre est distribué évidemment, qui est Amazon. Je vais le dire clairement le nom parce que je n'ai pas honte. Qui permet aussi une diffusion à l'international. Donc c'est une force.
Et puis, à un moment donné, aussi, je pense que dans le public francophone, ce type de roman, même s'il explore davantage la France, peut intéresser parce que ces dérives-là concernent toutes les sociétés. Puis, est-ce que vous auriez des derniers mots que vous aimeriez dire à vos lecteurs avant qu'on se laisse pour cette discussion? Alors, en dernier mot, j'aime bien moi citer cette phrase de George Orwell qui disait dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Alors moi, je ne prétends pas dire la vérité, évidemment, je déteste ça, mais je prétends en revanche dénoncer une partie de la supercherie universelle. Hmm. Très intéressant. Et donc, ce fut un plaisir de vous recevoir pour cette première capsule de, de découverte sur un créateur d'univers. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir une autre créatrice, cette fois d'univers, que je vais vous présenter. Donc, ben, merci à tous qui m'écoutaient, qui nous écoutaient, Merci. pour justement faire connaître le plus d'univers, car c'est un livre à la fois que nous allons pouvoir redécouvrir le monde et donner toutes ces couleurs qu'il mérite, toutes ces essences. Donc, je vous retrouve vendredi prochain à un pixel non loin de chez vous, en quête des essences. Au revoir, Monsieur Bastien. Merci de ce moment que nous avons eu ensemble. Et ben, je vous souhaite bien du succès avec votre livre Décadence. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée. Bonne journée pour le Québec.